Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Ce mois-ci, je vous propose une plongée au cœur de l'économie circulaire. Est-ce qu'elle est en train de devenir une nouvelle norme pour le commerce B2B ? Est-ce que ce qui s'est passé, ce qu'on a observé sur le B2C va se propager ? Comment est-ce que justement les entreprises B2B peuvent s'emparer de cette problématique et quelles sont les conséquences en termes de processus industriels ? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, j'accueille une grande spécialiste du sujet, puisque c'est Emmanuelle Ledoux. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Alors Emmanuelle, quand on arrive sur le site de votre institut, il y a écrit cette phrase: l'économie circulaire, c'est plus que le recyclage et la revalorisation des déchets, c'est repenser toute notre économie et nos modes de fonctionnement. Alors, que recouvre aujourd'hui exactement l'économie circulaire ? Alors déjà, rappeler que l'économie circulaire, finalement, c'est un vieux concept, même si c'est pas toujours appelé comme ça. Là, on fête, juste en ce moment, les 50 ans du rapport Meadows, donc même si c'est un rapport qui était resté un peu confidentiel, le rapport du Club de Rome, c'est quand même un sujet qui a irrigué le débat sur les 50 dernières années. Donc le rapport Meadows en 72, c'est vraiment la première fois où on se dit « Ouh là là, il y a un problème avec les ressources, elles sont finies, contrairement à l'illusion qu'on pouvait avoir, et on va pas pouvoir transformer notre économie ». En tout cas, la faire évoluer, rester sur des dimensions de croissance comme elles étaient jusque-là avec les 30 glorieuses, il va falloir se poser cette question-là. Alors concrètement, je pense que tout le monde l'a un peu en tête, passer ce rapport, je pense qu'ils ont été un peu considérés comme des doux rêveurs, et on n'a à peu près rien fait, avec quand même des piqûres d'alerte au moment de crise, type les crises sur le prix des matières premières qu'on peut voir périodiquement, mais assez peu de prise en compte. Et finalement, le sujet est revenu dans le débat de façon très holistique, donc vraiment cette dimension économie circulaire qui ne va pas juste piocher des sujets, un petit peu de recyclage par-ci, un petit peu de réparation par-là, mais cette vision vraiment de transformation de notre économie du linéaire vers le circulaire, c'est revenu dans le débat dans les années 2010. Donc en fait, c'est assez récent, le fait de le prendre en compte comme ça. Et pourquoi ? Donc nous, on insiste sur ce côté, le recyclage, c'est super, mais l'économie circulaire, c'est pas que le recyclage. L'économie circulaire, c'est mieux. Voilà, c'est mieux parce que, en fait, quand on recycle, déjà, alors, évidemment, il faut recycler, entendons-nous, mais on a déjà un petit peu abdiqué. C'est-à-dire qu'au fond, on a accepté qu'on allait jeter quand même. Voilà, on a été pioché abondamment dans les matières premières, on a extrait, consommé, jeté, et là, sur la fin, on fait quand même un petit effort en disant, allez, s'il y a deux trucs à sauver, on le fait. Faisons-le. Là, l'idée, c'est vraiment, l'économie circulaire, c'est de partir dès la base, c'est déjà essayer de réduire. Donc, regardez, est-ce qu'on ne peut pas produire autrement, extraire autrement, encore mieux ne pas extraire. Après, sur toute la durée de vie, parce que l'économie circulaire, c'est ça, c'est décorer, excusez-moi, la croissance, l'utilisation des ressources de la croissance. Donc, c'est vraiment cette idée que si on extrait, si on utilise de la ressource, il faut que ça serve vraiment à quelque chose. D'ailleurs, la loi, elle s'appelle la loi qui a été faite sur ce sujet, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, très simplement, la loi AGEC. Donc, en fait, très simplement, l'économie circulaire, c'est ne pas gaspiller. Et on le voit bien dans notre vie de consommateur, de citoyen. Quand on gaspille pas, c'est pas seulement quand on a mis dans la bonne poubelle. C'est déjà quand on a acheté ce dont on avait besoin et pas forcément très au-delà, etc., etc. Mais justement, vous parlez de cette loi AGEC qui est mise en vigueur depuis assez peu de temps finalement. Qu'est-ce qu'elle change ? Alors déjà, c'est la première loi spécifiquement sur le sujet. Il y avait déjà eu des bouts, une loi de 2015, mais là, on a vraiment une loi spécifique qui pose vraiment les bases d'une politique d'économie circulaire. Elle fixe des objectifs qui peuvent être assez ambitieux. On a entendu parler 2040, élimination du plastique à usage unique, mais en fait, dans pas mal de domaines, on est vraiment sur des logiques de transformation qui sont assez fortes. Alors, la loi, elle a été promulguée il y a 2 ans, donc vous avez raison, c'est assez récent, et une partie en plus des mesures qui sont dedans, n'ont pas encore leur décret d'application. Donc voilà, c'est work in progress, mais en tout cas, ça transforme petit à petit pas mal de strates de l'économie. Après, alors,
on a vu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est une loi, moi je pense sincèrement qu'on n'aurait pas fait la même loi aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Parce que vous vous souvenez, le moment où la loi AGEC a été faite, c'était le moment où il y avait les mouvements des Gilets jaunes et cette peur, parce que vraiment ça se traduisait comme ça de attention, pas d'écologie punitive. Depuis 2 ans, il s'est quand même passé deux, trois trucs, vaguement. Deux, trois petites choses. Voilà. Et donc, déjà, on a compris qu'on avait été un peu bien punis, avec ou sans mesure, et que forcément, notre économie, elle devait être transformée. Donc finalement, on pose peut-être les questions un peu différemment. Et cette loi, qui est une loi qui est très, finalement, information du consommateur, qui est une loi d'appétence citoyenne, vraiment, un peu comme la loi climat-résilience, qui est arrivée un petit peu après d'ailleurs, là, elle prenait pas en compte, en fait, elle montre une trajectoire, des objectifs, mais comment on y va, c'était pas hyper clair. Alors que désormais, tous les enjeux d'économie circulaire, est-ce que ça porte en matière de transformation de notre économie, à savoir la question de la sécurisation des approvisionnements. On a quand même eu la planète bloquée, et on s'est rendu compte de façon un peu stupéfaite qu'on produisait plus de paracétamol en France, ne serait-ce que ça, mais dans pas mal de domaines. Donc la question de la sécurisation des approvisionnements, donc de la pérennité des modèles économiques. Donc à la limite, là, même maintenant, si on n'en a rien à faire de l'environnement, c'est de moins en moins courant, mais pourquoi pas. De toute façon, il faut y arriver. Ça ne marche pas, ça ne tient pas en matière de ressources. Donc là, on est vraiment sur des logiques de transformation des modèles qui sont très forts. Et c'est là où c'est intéressant aussi, nous, dans nos activités, c'est que traditionnellement, nos interlocuteurs, évidemment, c'est les directeurs du développement durable. Là, on commence à aller chercher un peu ailleurs, parce que ça concerne la stratégie, les achats, on en parlera beaucoup aujourd'hui, direction financière, etc. Donc on sort un peu de ce cercle naturel, d'avant-garde éclairée, pour vraiment transformer l'intégralité de façon réelle les modèles économiques, avec une notion d'urgence forte, clairement. Merci beaucoup Emmanuel Ledoux, vous restez avec nous, on va poursuivre justement cette discussion avec des entreprises qui vont nous rejoindre. Allez, on va continuer cette discussion passionnante avec Emmanuel Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, mais également Marie Castelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques chez Back Market. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général délégué de ZAC, spécialiste justement de l'économie circulaire, et Xavier Laurent, directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Alors moi, je voudrais commencer par vous, Marie, parce qu'en fait, vous êtes une spécialiste chez Back Market du reconditionné, et vous avez adressé cette problématique depuis très longtemps. Vous étiez un des précurseurs sur le marché de l'économie circulaire. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique, l'évolution des choses? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour les Français aujourd'hui en matière d'économie circulaire, ou on a déjà fait un grand pas en avant? Alors oui, Back Market a été fondé en 2014, donc c'est assez ancien, même si c'est pas si ancien que ça reste quand même relativement récent dans le monde de l'histoire des entreprises, mais c'est vrai qu'on est un des précurseurs, notamment sur le sujet du reconditionné. Et nous, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour que ça avance très vite, puisqu'il y a une énorme appétence du consommateur, en fait, pour des produits qui viennent de l'économie circulaire, dès lors qu'on est capable de leur garantir que ce sont des produits qui vont être de bonne qualité, qui vont bien marcher, et que leur expérience client, elle va ressembler, en fait, à celle dont ils ont l'habitude, celle du neuf. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment ça, et c'est là où on a mis le poids du corps dans l'histoire de Back Market, c'est d'être capable de vraiment rassurer les consommateurs et de rendre finalement ces produits reconditionnés beaucoup plus désirables que ce qu'ils l'étaient avant, parce qu'ils étaient perçus potentiellement comme de l'occasion qui ne marche pas très bien. Donc voilà, l'enjeu, ça a été vraiment ça. Il faut travailler là-dessus. C'est le premier axe pour être capable de rassurer. Et une fois que c'est fait, on voit qu'en fait, la demande, elle est très importante et ça marche très, très bien. Donc, c'est un grand chemin à parcourir, mais dans l'absolu, quand on y va, c'est pas grand-chose pour arriver à faire de l'économie circulaire une économie avec un potentiel énorme en termes de croissance, en termes d'emploi et tout ce dont parlait Emmanuel en introduction.
Pierre-Emmanuel, est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement ce que fait ZAC et pourquoi vous avez fait le choix de vous lancer sur ce créneau ? Avec plaisir. Alors ZAC, en fait, on va collecter les produits électroniques usagés ou inutilisés des entreprises en France. Et derrière, on va faire un tri, ce qu'on appelle le juste prix de ces produits, entre ce qui peut être revendu pour être reconditionné, justement, ce qui peut être donné à des associations, ce qui peut être réparé, ou, en dernière solution, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, ce qui peut être recyclé. Et après, on adresse un bilan environnemental aux entreprises pour leur donner des chiffres et des images sur la traçabilité vraiment des produits, de ce qu'on en a fait. Et notamment, on communique sur toutes les émissions de CO2 qui ont été évitées grâce, quelque part, à cette action. Ce qui est hyper important pour les entreprises et puis pour les collaborateurs aujourd'hui. Et un chiffre, juste pour expliquer rapidement pourquoi on a voulu se lancer là-dedans. 80% en fait, de l'empreinte numérique des entreprises est liée à l'utilisation des produits électroniques. Donc, avec mon associé Timothée, on était étudiants à l'époque en 2015. On voulait lancer une entreprise, mais pour le bien commun. L'économie circulaire, comme ça a été dit, c'est de l'innovation, c'est de la croissance, c'est le fait de pouvoir vraiment, un peu l'écologie des solutions, pouvoir avancer concrètement. Et on a choisi ce secteur parce que c'est un peu un secteur emblématique. Les produits électroniques, en fait, polluent beaucoup. Et si on attaque le sujet du reconditionné, on peut avoir un impact très fort rapidement. Et les entreprises, parce que c'était un peu un secteur mis de côté par rapport aux particuliers, où il y avait déjà beaucoup d'acteurs ou... Alors, pour être très transparent, on a commencé par les particuliers, en fait, en 2015-2016, donc 2 ans en retard, en fait, finalement, après Back Market. On a fait le même accélérateur de start-up. Mais notre axe de racheter les produits était plus complexe, parce que l'argument, en fait, du prix moins cher pour l'achat de produits reconditionnés a marché, au-delà de toutes les qualités de l'entreprise et des fondateurs de Back Market. Nous, on avait plus de difficultés à faire accepter aux consommateurs que beaucoup de ces produits n'avaient pas de valeur. Donc, il y a un petit plafond de verre sur le côté B2C. Or, pour les entreprises, pour plein d'autres raisons, pour y revenir, ça a beaucoup plus fonctionné. Il y avait beaucoup plus ce qu'on appelle le time to market. Xavier, vous venez de racheter ZAC chez Manutan, mais de quelle façon ça s'implémente dans votre stratégie ? Déjà, par rapport à tout ce qu'ils ont dit, ça rentre exactement dans ce qu'on veut faire. En fait, ce qu'on se dit, nous, on est distributeurs. On vend énormément de produits, plein de typologies de produits. On pense que ça va devenir complètement impossible de vendre des produits neufs sans se préoccuper des produits qui vont remplacer. J'achète une table neuve, probablement je vais avoir une table ancienne qui va disparaître. Et si nous, en tant que distributeurs, on ne s'inquiète pas de ça, on va passer à côté de notre rôle. Donc voilà, donc c'était vraiment exactement ce qu'on souhaitait faire. Et du coup, la rencontre avec ZAC marchait très très bien. Alors ils sont sur une petite partie des produits qu'on revend, mais n'empêche que nos clients ont ces produits-là. Et donc c'est notre responsabilité de nous en occuper. Et ensuite, on va étendre à d'autres catégories. Mais déjà, c'est vraiment une première super étape qu'on va faire avec ZAC. Et on va mettre en fait la puissance commerciale et la base client de Manutan au service de cette économie circulaire avec ZAC. Emmanuel, faire travailler des startups comme ZAC avec des ETI comme Manutan, c'est une bonne façon d'implémenter en fait l'économie circulaire à l'intérieur d'entreprises qui sont déjà établies et qui n'ont pas forcément ces pratiques-là dans leur ADN ? Alors là, oui, on est dans des sujets plus larges, finalement, d'open innovation. Enfin, toutes les questions qu'on a pu se poser déjà dans le digital. Il me semble que c'était le patron d'Alstom, il y a longtemps, qui disait, nous, ceux qui veulent innover, ils viennent pas chez nous. Enfin, donc, forcément, ça va venir d'autres choses. Alors, les garages en Californie, mais enfin, voilà, toutes les envies d'aller créer des modèles différents plutôt que de s'inscrire dans un modèle qui existe déjà. Donc, d'une certaine façon, c'est assez logique. Après, et peut-être encore plus en matière d'économie circulaire, on voit, enfin là, on collecte de la matière, on la réemploie, on la répare, etc. Donc il y a quand même un besoin de foncier, il y a un besoin d'investissement qui est important, qui fait que la rencontre aussi, finalement, entre une start-up et un groupe qui a cette mise à disposition de foncier possible, la capacité d'un passage à l'échelle est assez rapide. Donc c'est assez logique que dans ces domaines en particulier de l'économie circulaire, on retrouve ces rencontres, oui. Marie, par exemple, le B2B, c'est quelque chose à quoi vous réfléchissez chez Back Market ? C'est un levier potentiel pour vous ? Alors oui, c'est un levier potentiel. Il y a énormément d'équipements électriques et électroniques dans les entreprises. Et si on veut avoir un impact positif et mettre fin à l'économie linéaire, il faut adresser cette cible-là aussi. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille chez Back Market. Après, il faut se dire, et c'est là où ce que fait ZAC est à mon sens extrêmement important, que les entreprises aussi, elles ont un rôle énorme à jouer dans la création de gisements de produits à reconditionner. C'est-à-dire qu'elles sont acheteuses de produits neufs et la grosse question, c'est une fois que les produits ont été utilisés, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et les entreprises, elles ont un pouvoir énorme pour introduire des produits dans la chaîne
du reconditionnement et du coup de les faire redescendre vers le consommateur qui, lui, va consommer du produit reconditionné. Donc la cible entreprise, il ne faut pas la voir que vers le prisme de faut que les entreprises s'équipent en reconditionné, mais aussi à travers le prisme du potentiel qu'elle représente de création de gisements de produits à reconditionner. Ce qui est un enjeu énorme parce que si on a une appétence des consommateurs, il faut être capable en face de leur offrir les produits à la recherche desquels ils sont. En fait, si je comprends bien, il faut aussi que, quelque part, à la base, il y a une éco-conception des produits qui vous permettent, Pierre-Emmanuel, ensuite, vous, de pouvoir rattraper le produit quand il est en fin de vie pour lui en offrir une deuxième. Alors là, c'est l'énorme problème actuel. Je n'ai pas les chiffres de Back Market, mais nous, il y a à peu près uniquement 20% des produits qu'on va récupérer qui partent dans le canal, je parlais du juste tri au départ, de reconditionnement pour être vendus derrière. Seulement 20% ? Seulement 20%, et ça, c'est juste une question d'éco-conception et de dynamique de marché. Le jour où vous avez des reconditionneurs qui prennent en fait des nouveaux produits, des nouvelles typologies de produits pour les reconditionner parce qu'ils peuvent vendre en fin de chaîne, vous créez un modèle économique. Et tout est finalement là-dessus une question de modèle économique. Si moi derrière je reprends tel produit et qu'en fait je vais pouvoir le revendre, je vais rémunérer celui qui effectivement m'a laissé le produit. Donc on a un exemple très simple là-dessus, sur des terminaux de paiement bancaire d'une grande entreprise qui partait au recyclage, en plus plutôt en valorisation énergétique, c'est-à-dire brûlés. On les a récupérés, on a convaincu un industriel de les reconditionner. Et derrière, effectivement, de le reconditionner, et derrière, effectivement, on a créé une nouvelle filière, un nouveau modèle économique pour des produits qui n'avaient jamais été reconditionnés avant. Donc c'est là tout l'enjeu, qu'il y ait de plus en plus de produits qui soient éco-conçus et qui intéressent le reconditionné. Back Market, d'ailleurs, ouvre très souvent des nouvelles catégories de produits. On n'est plus du tout uniquement sur les téléphones ou les ordinateurs. Mais ça veut dire, Xavier, que vous, potentiellement, ça peut changer la façon dont vous achetez. Ouais. Parce que s'il faut que ça marche pour Zach, il faut que les produits que vous achetez, vous, et que vous lui fournissiez ensuite, soient éco-conçus. C'est ça. Alors, chez Manutan, on a 17 000 produits qui sont éco-conçus. Ça fait 12% de notre offre, donc c'est vraiment pas assez, mais c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Ce qui est intéressant dans les produits éco-conçus, c'est qu'ils ont augmenté 2 fois plus vite que tous les autres en termes de part de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui avance et qui va très vite. Puis on a également une autre catégorie, nous, qu'on appelle des produits éco-responsables. Donc des produits qui vont pouvoir être recyclés. Ceux-là, on ne les additionne pas, parce que, exactement pour ce qu'a dit Pierre-Emmanuel, parce que finalement, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Et puis l'éco-responsable, c'est un autre 12%, 10-12%. Ces produits éco-responsables, ils dépendent énormément de celui qui les a achetés. C'est lui qui va les mettre dans le bon bac, comme vous parliez tout à l'heure. Donc on a un bon 25% de notre offre qui part de ça. Le vrai sujet pour un distributeur, c'est la sélection de ses produits. Donc nous, on a une responsabilité légale déjà, qui est de dire, on achète des produits qui ont été construits dans des conditions sociales acceptables, avec des matières premières acceptables, et ensuite, ne serait-ce que pour des questions juridiques. Et ensuite, on veut aller beaucoup plus loin, effectivement, avoir des produits éco-conçus, donc être certain de leur seconde vie, éco-responsable, être certain qu'on va pouvoir les recycler de bonnes conditions. Emmanuel, tout à l'heure, on parlait de réglementation. Justement, est-ce qu'il y a une réglementation qui demande aux entreprises d'être aujourd'hui plus responsables dans leurs achats et d'accorder une part plus importante à ces produits éco-conçus, éco-responsables ? Pas directement. Alors, ça existe sur la partie achat, sur la commande publique. C'est l'article 58 de la loi AGEC, avec le décret qui va avec, qui impose à l'acheteur public, État comme collectivité, d'avoir plus de réemploi, reconditionné, etc. dans ses achats. Complètement entre nous, ça ne marche pas très bien. Il y a eu un décret, mais pour autant, derrière, c'est difficile. Parce que là, on est vraiment dans un sujet très, très économique, finalement, pour qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait une demande et vice-versa. Et résultat, on tourne parfois un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'il va y avoir des acheteurs publics qui disent nous, on est très motivés, ou des acheteurs privés d'ailleurs, mais en face, on ne trouve pas. Ou alors c'est plus cher, ce qui est un autre sujet, ça n'a pas été évoqué, mais on se rend compte sur les sujets d'économie circulaire, dans les freins qu'on met en avant, il y a réglementaire, assurantiel, enfin les choses un peu classiques, et aussi le frein économique, en disant mais comment ça se fait, c'est plus cher, alors que c'est de la seconde main, ce qu'on a dit. Et à côté de ça, en général, on se félicite aussi, alors en général pas dans les mêmes réunions d'ailleurs, en disant c'est génial, l'économie circulaire, ça crée plein d'emplois. Bah oui, forcément, si on crée de l'emploi pérenne, non délocalisable, non automatisable d'ailleurs aussi pour beaucoup, parce que comme on a ça a été dit, on a une variabilité des flux. Quand on récupère, quand on produit, on sait à peu près ce qu'on va faire. Quand on récupère, on récupère. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on a, donc grosse variabilité. Forcément derrière, on ne peut pas mettre des robots pour faire notre job. Voilà, ça crée de l'emploi. Et alors c'est intéressant en matière économique, évidemment, c'est le PIB de l'économie locale.
local, c'est génial. Mais oui, les gens qu'on paye, et puis comme on ne les paye pas au salaire de l'Indonésie, tout de suite, c'est un peu plus cher. Donc voilà, il y a vraiment cette idée qu'il faut travailler en même temps sur effectivement ce que vous indiquez. Alors, est-ce que c'est des obligations qu'il faut créer pour les acheteurs? Elles viendront un peu toutes seules, finalement, les obligations, mais parce que de toute façon, rapidement, on n'aura quand même plus le choix en matière de ressources. Mais il y a surtout cet enjeu de se dire, derrière, je m'y retrouve, quoi. Enfin, je suis bien dans mon espace économique, ça crée de l'emploi, mon rapport extra-financier, il va être sympa parce qu'il va cocher toutes les cases. Derrière, c'est un autre très gros sujet, mais il y a la taxonomie verte qui arrive avec le sujet d'économie circulaire. Donc, si je veux que les investisseurs ils s'intéressent à mon entreprise, il faut que je sois en capacité de donner des gages là-dessus. Donc, c'est vraiment un changement très écosystémique où derrière, tout le monde s'y retrouvera. Mais pour répondre à votre question, ce que je n'ai pas tout à fait fait, non, en l'état, il n'y a pas vraiment d'obligation d'acheter circulaire pour les entreprises. En tout cas. Oui, Marie. Oui, peut-être, en fait, du point de vue de la contrainte sur les entreprises, c'est vrai qu'il n'y a rien, mais il y a un énorme paquet qui est en train d'être discuté en ce moment à Bruxelles sur l'économie circulaire et qui va créer des contraintes sur la production des produits. Donc sur la partie manufacturing des produits, où en fait, en gros, il y a une directive qui s'appelle Eco-Design, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est assez parlant, qui aujourd'hui ne s'applique qu'à une catégorie assez restreinte de produits, qui va être élargie à une très grande gamme de produits et dans laquelle, au-delà de critères de matières qui vont être incorporées dans les produits, par exemple, on va ajouter en plus des critères de durabilité et de réparabilité des produits. Ce qui veut dire que d'ici quelques années, parce que ça prend du temps, tous ces processus bruxellois, sur une très grande gamme de produits, vous allez avoir l'impossibilité de mettre votre produit sur le marché s'il ne répond pas à une série de critères d'éco-conception, de durabilité, de réparabilité et de recyclabilité. Et ça, c'est très puissant parce que finalement, sans avoir besoin de contraindre les entreprises, ce qui va être proposé à la fois aux entreprises et aux consommateurs sur le marché va s'améliorer du point de vue de la réparabilité notamment. Ce qui va pousser l'économie circulaire et qui va créer aussi des nouveaux business models, puisque ce que disait Pierre-Emmanuel est clé. Plus un produit est difficile à réparer, plus il est coûteux à réparer. Et on en vient à ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que ça devient plus cher de proposer un produit reconditionné, ce qui est quand même aberrant, qu'un produit neuf. Mais ça, c'est parce qu'à la base, la conception du produit ne permet pas de réparer ce produit à un coût raisonnable. Plus on va avancer sur la partie produit neuf, plus ça va décanter et permettre de booster l'économie circulaire et notamment d'étendre la gamme des produits qui aujourd'hui sont reconditionnés, parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une partie des produits qui sont reconditionnés parce qu'il n'y a pas de business model lié au reconditionnement de la plupart des produits qui sont trop chers tout simplement à réparer. Et Xavier, s'il n'y a pas encore d'obligation réglementaire, est-ce que vous sentez une certaine pression de la part de vos clients sur ces sujets-là? Deux choses. Déjà, nous, on prend très au sérieux la loi AGEC, parce qu'on a Manutan Collectivité, qui est une de nos très grosses filiales, et on le prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de se mettre en amont de ça et de se dire, il faut qu'on soit... Alors, je suis d'accord avec vous, entre le décret et l'application, et encore... Mais en tout cas, nous, on pense que c'est vraiment le moment de se préparer, parce que de toute façon, ça va arriver et qu'il faut absolument qu'on soit prêt. Donc ça, pour nous, c'est super important. Après, pour les entreprises en tant que telles, moi, je pense que c'est un mouvement de fond qui est drivé par justement le trend, par le fait que plus personne ne va accepter ça à titre personnel. C'est idiot, mais moi, mes enfants, ils achètent leur téléphone chez Back Market. Ma fille, elle est sur Vinted toute la journée. J'exagère un petit peu, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu une façon de vivre naturelle, et ça leur viendrait pas à l'esprit d'acheter un téléphone neuf à tous les coups, ou de ne pas les regarder d'abord sur Vinted. Donc c'est quelque chose qui devient normal, et moi je pense que le B2C a toujours 3 ans d'avance sur le B2B. Et donc on vous regarde, parce que c'est super intéressant, et ça nous inspire, et même ça nous pousse, en se disant il faut qu'on soit là, à ce moment-là, parce que sinon, on sera à côté du marché, quoi. Juste, on aura des clients qui achèteront plus chez nous, parce qu'on ne sera pas capable de fournir cette solution-là. Pierre-Emmanuel, ouais. Juste pour compléter ce que disait Marie, il y a un effet psychologique qui est assez intéressant et qui illustre ton dernier propos, qui est que le client de ZAC, ça peut être par exemple quelqu'un qui est IT manager d'une TPE, hallucine de ce 20% uniquement de produits qui peuvent être réparés. Et lorsqu'on va lui dire, ce produit-là, malheureusement, on peut que le recycler dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait,
cet IT manager, il est aussi consommateur, c'est juste un citoyen lambda. Le recycler dans le respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut uniquement le démanteler, on peut pas le réparer, on peut pas le reconditionner. D'accord. C'est-à-dire que ce qui se passe réellement, ce qui est fait de ces produits en fin de vie, lorsqu'on explique un IT manager qui est en fait un consommateur comme n'importe qui, c'est un citoyen ou une citoyenne, il va dire « Ah bon ? On peut pas le réparer ce produit ?» Et donc du coup, il y a une sorte de prise de conscience à ce moment-là. Exactement, et de distorsion qui est utilisée pour dire bah oui, c'est pas seulement sur ce produit, mais c'est sur beaucoup d'autres. Donc est-ce qu'ensemble on se mettrait pas à faire en sorte que ce point-là change? Mais c'est pas qu'il y a eu un mensonge depuis longtemps sur ce sujet, mais en tout cas les personnes comme vous, comme moi, n'ont pas eu cette information depuis toujours en consommant classiquement dans l'économie linéaire. Et c'est un super levier pour faire changer les entreprises. Oui, Emmanuel. Non, c'est vrai que ça, c'est dans les sujets de la loi qu'on a évoqué de façon un petit peu incidente. Il y a effectivement les questions de réparabilité, indice de réparabilité, mais au fond, c'est aussi la question de la recyclabilité. Et là, on est vraiment à la première étape. C'est-à-dire qu'on est hyper content, on va avoir un lave-linge réparable. Mais l'enjeu derrière, c'est pas que ça soit réparable, c'est que ça soit réparé. Et c'est là où on se rend compte qu'on a un vrai sujet de business model même pas à créer, à recréer, parce que Dédé qui répare tout au coin de la rue, dans les années 50, ça existait. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup moins. Ça n'existe plus. Et donc, c'est là où on voit, c'est compliqué. Alors, sur des gros, les D3E, les lave-linges, justement, ça, on arrivera à faire réparer. Mais mon grille-pain à 20 €, en fait, il n'y a pas de modèle économique où ça a du sens de le réparer. Donc c'est là où on revient vraiment presque aux bases de l'économie circulaire, et ça a été très bien dit, où on achète autrement. Donc mon grille-pain, il ne coûtera plus 20 €. Mais ma perceuse visseuse, elle ne coûtera pas 25 € non plus, parce que en fait, ça ne tient pas. Ce n'est pas réparable, c'est en général le produit de façon pas très durable non plus. Donc là, on a vraiment, et c'est pour ça que le moment est hyper important, c'est qu'on a créé ces espoirs-là. Alors je suis d'accord, ce n'est pas une affaire de promesse ou de mensonge, mais quand même, on a ouvert cette promesse de la réparabilité. Là, les gens y croient. Hein. Donc derrière, il va falloir qu'on soit en capacité de créer ces modèles, d'animer, de reformer des réparateurs parce qu'il n'y en a plus, pas assez. En tout cas, il n'y a pas un maillage suffisant. De transformer les modèles, d'être sur des logiques de récupération qui sont très différentes. On a évoqué Vinted, les questions textiles. Enfin, c'est là la masse qui est à récupérer et puis d'une qualité parfois un petit peu discutable, hein, on peut le dire. Il faut tout réinventer en fait. Hein. Donc c'est à la fois passionnant, mais il y a quand même un sacré boulot. Et là, encore une fois, on a créé, il y a des règles, il y a des normes, on a créé des mots, pour parler de tout ça. Derrière, on a intérêt à assurer pour que le consommateur, le citoyen, s'y retrouve. Hein, Et vous, chez Back Market, Marie, quand vous ouvrez comme ça de nouvelles verticales, j'imagine qu'effectivement, vous partez du produit et j'imagine que vous n'avez pas forcément, comme disait Emmanuel, de verticale grille-pain. Alors si, il y a des grille-pains sur le Ah, bah voilà. Sachez-le. Grille-pain assez high-tech, à mon avis. Mais non, mais ce qui est très vrai, c'est que ce que dit Emmanuel, c'est qu'il y a de gros enjeux. C'est-à-dire qu'il y a la réparabilité des produits, il y a le coût de la réparation de ces produits-là, c'est-à-dire est-ce qu'il est conçu pour être facilement réparable, mais est-ce que aussi on a accès à des pièces détachées pour les réparer à des tarifs acceptables, est-ce que les outils pour ouvrir le produit, ils sont des outils du commun et du coup il n'y a pas besoin de s'acheter quelque chose de très sophistiqué pour le faire. Donc le coût de la réparabilité est très important. Et après il y a la grosse question de la formation des réparateurs. Et aujourd'hui c'est des métiers perdus. Ce sont des métiers qui sont perdus et où il va falloir réinvestir énormément. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les filières de reconditionnement qu'on arrive à ouvrir, c'est des filières où on arrive à travailler avec les reconditionneurs pour résoudre les problèmes que je viens de vous citer. Et souvent, les reconditionneurs forment eux-mêmes leur personnel. Mais le coût de former son propre personnel est monstrueux. Donc ça aussi, ça explique la limitation du champ des produits qu'on va être capable de trouver. Parce que si pour chaque produit, il faut soi-même former son personnel, ça devient insurmontable. Et là, il y a des enjeux de création des filières de formation et il y a aussi des enjeux énormes de partage de l'information par les fabricants. Parce qu'aujourd'hui, les fabricants non seulement fabriquent des produits qui ne sont pas réparables, mais n'explique à personne comment les réparer. Donc voilà, c'est vraiment c'est écosystémique, comme le disait très bien Emmanuel, tout ce qu'il y a à faire. C'est possible, on l'a fait dans le passé.
Mais il y a vraiment un changement de culture profond pour que ça puisse se massifier bien au-delà de ce que nous, on est capable de faire, par exemple. Merci beaucoup, Marie Castelli. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques chez Back Market, Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur et directeur général délégué de ZAC, et Xavier Laurent, directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan. Évidemment, je pense qu'on aurait pu faire durer cette émission 1 heure supplémentaire sans aucun problème. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.